Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Bonsoir. Ok, donc salut tout le monde. Partagez le lien du live et dites-moi depuis où vous me suivez aujourd'hui. Malheureusement, donc dites-moi si le son est bon, hein. J'ai dû accrocher mon micro là, mais je dois m'assurer que ça marche bien. Lamine Le Code, donc, depuis où vous me suivez aujourd'hui, il est quelle heure chez vous? Moi, il est à 16h42 depuis le Gabon. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu me connecter beaucoup plus tôt que prévu parce que le travail, c'est compliqué. Et voilà. Comme je vous disais déjà, je fais le live quand j'arrive à atteindre une grosse partie de ce que je fais dans mon travail. Donc, je ne peux pas juste faire le live assez rapidement comme ça. 23h42. OK. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est là, on va parler des équations différentielles, des systèmes d'équations différentielles. Donc, dites-moi en commentaire si le sujet vous parle. Je vais profiter pour faire une petite parenthèse. Si vous êtes à l'école et si vous avez des problèmes pour la révision, j'aimerais vous ajouter quelques petits tips et tout le reste. Je sais que généralement, lorsqu'on travaille en mathématiques, on a tendance à penser que les mathématiques, c'est différent. Les mathématiques, ce n'est pas comme les autres matières. Les mathématiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Mais pourtant, j'aime bien dire que les maths, c'est comme les autres sciences. Et lorsque vous avez envie d'améliorer en mathématiques, il est vraiment important de penser à comment est-ce que les maths se présentent, comment les maths sont. C'est là. Ok, donc comment les maths sont, comment les maths se présentent. Et pour cela, il faut apprendre à faire vos révisions. Vous avez un cours de maths que vous allez faire à l'école, vous avez suivi ce que le prof a dit et vous avez du mal à travailler. Revenez à la maison, essayez de vous rappeler de ce qui était expliqué. Si vous ne comprenez pas, lisez le cours. Lorsque vous avez lu, par exemple, le cours, supposons que vous êtes en train de lire un cours sur les primitives. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez lu les primitives et vous n'avez pas compris ce que le prof a dit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Pensez tout simplement à retourner dans le cours des primitives, relire ou essayer de se rappeler du maximum de primitives usuelles que vous connaissez. Ça, c'est la question que je vous pose. Vous pouvez me dire en commentaire, quelle va être l'approche pour vous? Vous avez fait un cours de primitives à l'école, vous avez peut-être compris, mais pas totalement. Quand vous retournez à la maison, vous lisez le cours. La prochaine fois, quand vous voulez faire la révision du cours des primitives, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est l'approche que vous allez adopter? Allez-vous reprendre le cours, lire le cours ou qu'est-ce que vous allez faire par exemple? Likez le live s'il vous plaît, je vous vois connecté, je vois énormément de personnes connectées, je ne vous vois pas liker le live donc. On peut faire des fiches, oui. Oui, on peut faire des fiches. Mais est-ce qu'on fait des fiches sur la base de ce qu'on connaît ou on prend son cahier, on fait des fiches et on récite des fiches? Ça, c'est vraiment la question. Quelle est l'approche pour faire les fiches? Parce que en faisant les fiches, vous devez forcément vous asseoir pour rédiger ce qui va de vos formules. Et pour faire cela, quelle est l'approche que vous allez adopter? Allez-vous essayer de vous rappeler pour rédiger et constituer la fiche ou allez-vous tout simplement reprendre le cours et faire le résumé? Mentalise, je vais faire un résumé. Alors, ce que je parle de ça parce que généralement, ce qui se passe avec les étudiants, c'est qu'on regarde, on rédige, on regarde, on rédige. On n'essaye pas souvent de se rappeler exactement de ce qu'on connaît. Donc, prenons, vous allez faire un cours et ce que moi je dis sur les primitives, vous allez prendre une feuille blanche. Vous avez fait déjà le cours, vous avez peut-être déjà lu le cours, ce qui est bien. Reprenez et déposez une feuille blanche devant vous. La question est la suivante. Posez-vous cette question. Est-ce que je me rappelle de ce qui a été fait dans le cours? Qu'est-ce que je me rappelle? Écrivez ce que vous vous rappelez, que vous avez compris. Essayez de vous rappeler au maximum de ce que vous avez compris dans le cours et rédigez ce que vous avez compris. Pour moi, ça c'est une approche qui vous permet en fait de reviser, mais en même temps en testant votre niveau, comme ça vous allez savoir exactement ce que vous aimez ou ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris. Bon, j'espère que vous avez compris l'idée. On va passer directement à ce qu'on va faire aujourd'hui.
Parlons des équations différentielles. J'ai déjà énormément parlé des équations différentielles et vous avez forcément compris que les équations différentielles, c'est au centre de tout. Ok, donc on va parler des équations différentielles. Désolée de vous perdre le temps. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez les équations différentielles? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais entendu parler des équations différentielles? Yann, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais entendu parler des équations différentielles? DZ, quelqu'un d'autre? Les maths sont dures. Yvan, ça dépend. Il faut attendre pour voir. Alors, tous les autres, vous connaissez de quoi il s'agit à peu près alors? Les équations différentielles, ça vous parle. Partagez le live et likez aussi s'il vous plaît. Comme ça, les autres vont se connecter. J'ai déjà... Ok. Bon, je vais reprendre toujours sur la logique. Je vous dis bien que la vie, c'est la dynamique. La vie, c'est tout ce qui est dynamique. Nous vivons avec tout ce qui est dynamique. Ça veut tout simplement dire que, de toutes les façons, tout va au rythme des équations différentielles. Peu importe les approches, lorsqu'on veut penser à un comportement qui évolue au cours du temps, on pense directement aux équations différentielles. Je suis en seconde et j'ai du mal en mathématiques. Alors, Victor, il y a déjà un peu plusieurs vidéos que j'ai postées. Je t'invite à aller regarder. Donc, allons-y. Si je dis que la vitesse égale à quoi? Si je vous demande, encore une fois de plus, ma caméra renversée, je sais. Donc, si je vous dis à quoi est égal à la vitesse, vous connaissez? Là, est-ce que vous pensez aux équations différentielles? Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. On n'a pas besoin de penser aux équations différentielles. Donc la vitesse, alors je vais mettre là parce que j'ai une couleur qui arrive sur le temps. Donc la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Laissez-moi un peu essayer de retourner ça pour voir. Bon, on n'a pas une lumière. Donc, la vitesse égale la distance divisée par le temps. Et ça, vous connaissez. Ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais si je mets la dérivée, donc si je dis x par exemple, c'est la position, parce que quand vous lancez un objet, c'est la physique si vous voulez et tout, si je dis que x c'est la position, je dis la dérivée de x. Alors, la dérivée du coup, vous savez de quoi il s'agit ou pas? Est-ce que vous savez ce que ça représente? Est-ce que vous savez ce que ça représente du coup pour la dérivée? Est-ce que vous voyez le lien entre ça et ceci? Le coefficient directeur. Bon, pensez à dériver coefficient directeur, ça peut se faire aussi. Non. Ok. Si vous vous rappelez, ou du moins, c'est pas que vous vous rappelez, vous le savez, si je suis en train de regarder ma voiture, je pars d'un instant T1 à un instant T2, je suis à la position X à l'instant T1, si on veut. La position X à l'instant T1 et la position X à l'instant T2. Mais bon, on peut tout simplement dire que c'est X1, X2. Ça ne change pas. Donc X1, X2. Vous vous rappelez que la vitesse égale la distance divisée par le temps, ça veut tout simplement dire que la vitesse est égale à la variation de la position. Je suis partie d'une position initiale pour arriver à une position finale. Accélération, on n'y est pas encore. Donc, ça veut dire que la vitesse que j'ai ici, c'est la distance que j'ai parcourue divisée par le temps que je mets. Donc, la vitesse est égale à la variation de x2 moins x1 divisée par la variation du temps.
Alors là, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de noter la vitesse? C'est exactement la vitesse que vous avez ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vais dire, si je passe de ce que j'ai dit ici en disant la vitesse égale à celui-là et je dis la vitesse égale à l'autre. Ça, vous êtes d'accord. C'est OK pour vous. Maintenant, si je commence à vous demander que lorsque vous avancez avec votre voiture, si on dit après, on vous dit après 30 minutes par exemple, ou si on dit, OK, si vous commencez là à 19h par exemple, vous êtes en train de partir et on dit à 19h05, vous pouvez donner la vitesse que vous avez parcourue, par exemple, ou vous pouvez donner la distance, pardon, que vous avez parcourue. Si je vous demande de donner la vitesse à 19h02 secondes, donc commençons, c'est un peu comme ça. Vous êtes là à 16h et après peut-être on a 17h là. Si on vous demande la distance que vous avez parcourue de 16h à 17h, ça vous le savez. Donc 16h, 17h. Mais si je vous demande la distance à 16h par exemple de, disons 16h, 1 minute, 1 seconde. 1 minute, là, c'est ce que j'ai mis. Là aussi, vous savez, par exemple, calculer, parce que vous allez toujours faire la différence entre 16h et 16h0. Mais vous voyez que ça va commencer à être ça. Mais si je vous demande maintenant la distance que vous avez à 16h et 0,02 minutes. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ça va faire comme si vous êtes en train de regarder la distance comme ça. Pardon, la vitesse comme ça, si vous voulez. Et alors, c'est comme si pour votre voiture, vous allez voir la vitesse de façon instantanée. Donc, la vitesse de votre voiture à chaque instant. Est-ce que ça vous semble logique? Si je rends le temps qui est petit très, très court, si je veux regarder ce qui se passe après chaque instant, sans laisser un si grand pas de temps, la vitesse qu'on a là, déjà une vitesse instantanée. Est-ce que ça vous semble clair? Oui, tapotez le live. Alors, ce que ça représente ici, c'est le fait que si je rends, je vais appeler ceci une variation. Ceci est en fait une variation de x divisé par la variation du temps. Donc, si la variation du temps devient très, très petit, si la variation du temps qu'on a ici, si je passe de ce temps à celui-là, si ça devient presque proche, ça veut dire qu'au moment où je passe de T1 à T2, la différence entre T1 et T2 et T1 égale à 0, ou presque égale à 0. Vous comprenez ça? Quand je dis que l'écart entre les deux temps devient très, très petit, alors ça sous-entend que je suis en train de faire tendre la variation de ce vers 0. Vous êtes toujours OK. Je ne vous ai pas, les maths, ce n'est pas encore aussi compliqué là. Vous êtes toujours d'accord parce que vous connaissez la vitesse, ça tend vers 0, c'est toujours quelque chose que vous comprenez. Donc, lorsque la variation entre deux instants est très, très petite, lorsque cette variation tend vers 0, il fait quoi delta? C'est ce que j'ai dit, ça s'appelle la variation. C'est ce que j'ai appelé là. Delta de x. Variation entre deux instants. C'est ce que j'ai expliqué. La variation entre deux instants. J'ai appelé variation. Delta représente la variation. J'espère avoir répondu à la question de Hamster. Donc, lorsque je fais tendre ça vers 0, lorsque l'écart de temps est très, très petit, la vitesse, justement, devient instantanée. La vitesse qu'on a, et c'est une vitesse instantanée. Et alors, ce qui se passe alors, c'est que la vitesse que nous, on a ici, on va faire tendre en faisant la limite de delta qu'on a là. On va voir la limite de la variation du temps, si vous voulez, ou la limite de delta x divisé par delta de t lorsque la variation du temps va tendre vers 0. À ce moment-là, ce qu'on calcule devient tout simplement la vitesse instantanée. Ou, autrement dit, ça devient tout simplement la dérivée de x. Mieux encore, si on met la dérivée, vous pouvez voir, vous pouvez aussi mettre comme ça devient la dérivée de x par rapport au temps, ou ce que vous appelez x' de t. Est-ce que vous êtes perdu là? Est-ce que le passage de la vitesse à la dérivée, est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez compris comment est-ce que la dérivée apparaît là-dedans? Est-ce que non?
Titi, peut-être que tu viens d'arriver, mais pour les gens qui étaient là depuis le départ, est-ce que c'est clair pour vous? Parce que il y a les gens qui n'ont pas compris, qui étaient dans la logique de, on dit dx, x tend vers x0. Non, pas du tout. Jean Bosco, il faut faire attention. Laissez la formule de la classe et concentrez-vous vraiment sur ce qu'on est en train de faire. Nous, on regarde la vitesse ici et on veut regarder la vitesse instantanée. On n'a pas besoin de parler de x0 ici, d'autant puisqu'on n'a pas de x0 là. Nous, on veut parler de la vitesse instantanée. On a la vitesse quand je pars d'un point T1. Pardon, je pars d'un point X1 à un instant T1. Un point X2 à un instant T2. Cette distance-là avec une vitesse. Et pour trouver la vitesse, c'est tout simplement la variation de mon point de départ. C'est-à-dire, quand j'arrive à un point d'arrivée, j'ai une distance. La distance de point d'arrivée, moins là où je suis parti, ça fait la position qu'on peut appeler la distance. Divisé par le temps que j'ai mis pour parcourir cette distance-là, dont je pars, si je suis parti à 16 heures, je regarde si j'arrive à 17 heures, je fais la différence entre les deux. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand je suis en train de me dire, OK, j'ai regardé entre deux instants. Par exemple, j'ai regardé entre 15 heures à 18 heures. Voilà, donc de 15 heures à 18 heures, j'avais un X1 et un X2. La question qui se pose maintenant est de savoir si je ne veux pas représenter, si je ne veux pas penser à ce qui s'est passé entre ce long moment. Je veux passer à ce qui se passe après, par exemple, 15h,002 secondes, 15h,03, 15h,ceci, 15h, ça et ceci. C'est un peu comme si on allait tout simplement, parce que pour votre voiture, par exemple, on dit juste la vitesse moyenne, c'est tel nombre de ceci par heure et tout ça. Vous voyez, mais si je dois regarder ma vitesse à chaque moment, ça, cette vitesse devient instantanée. Ça, quand je suis en train de regarder ça. Alors, le problème de la vitesse instantanée ici vient du fait qu'au lieu de passer de 15 heures à 18 heures, je vais regarder par exemple à 15h,001 seconde. Si vous faites par exemple 15h,001 seconde, moins 15 heures, supposons que je mets les heures comme ça, vous allez vous retrouver avec ceci qui est 0,00 par exemple 1. Donc, cette valeur-ci va tendre vers 0. Et alors, ce qui se passe justement, c'est le fait que dans ce processus, si vous passez à chercher la vitesse qui se passe juste après l'instant où vous êtes, ça devient ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Et alors, la vitesse instantanée vient du fait que la variation de votre temps est très proche de 0. La variation est très proche de 0 et la variation étant... alors, Rabi, mon nom c'est Clotilde Duquem. Vous pouvez regarder sur Google. Donc, c'est Clotilde Duquem. Et alors, cette variation est très proche de 0. Au moment où c'est proche de 0, ça fait comme si je suis en train de regarder la vitesse. Et vous faites tendre ça vers 0, étant donné que je ne peux pas dire que c'est égal à 0 parce que à 0,001 seconde, je suis à quelque chose qui est proche de 0, mais qui n'est pas égal à 0. Et alors, au lieu de dire que c'est égal à 0, je vais dire ça tend vers 0. Et si ça tend vers 0, ça veut dire que je suis en train d'aller vers là. Aller vers là, ça sous-entend que c'est une limite. Donc, c'est une limite de quelque chose. La limite de la valeur qu'on va tendre vers là. Donc, je fais tendre la variation du temps vers 0. Et quand je fais tendre la variation, ma vitesse que j'étais en train de regarder n'est plus une vitesse moyenne, c'est une vitesse instantanée. Duikem, c'est mon nom. Comment on écrit, comment je peux écrire là? Voilà, c'est mon nom là. Aussi, il y a déjà les vidéos sur la topologie sur YouTube. Je vous rappelle, il y a des sujets que je ne peux pas aborder entièrement sur YouTube, pardon, ici là. Donc, allez toujours regarder les vidéos sur YouTube. Là, ça c'est mon nom. Bon, bien évidemment, je peux me permettre de mettre ça, ça compte pas, honnêtement. Ok, donc revenons là. Je suis en train de dire ceci. Donc, lorsque je fais tendre le delta de t vers 0, ma vitesse devient la vitesse instantanée. Et cette vitesse instantanée entraîne tout simplement le fait que ça devient la dérivée de la position par rapport au temps. Et cette dérivée de la position, c'est tout simplement, on a la dérivée de x. Si c'est clair pour vous,
on peut passer à autre chose. Mais ce qu'il faut que vous gardez en tête ici, c'est que lorsque je parle de la dérivée, je parle de l'accroissement, de la variation. Lorsque je parle de la dérivée, je parle de la vitesse d'accroissement. La vitesse d'accroissement, ça sous-entend que quelque chose varie. Varier ne veut pas dire que ça augmente ou ça descend. Et on ne dit pas directement, mais ça varie. Donc, ça peut augmenter, donc ça peut descendre. Au moment où c'est constant, la dérivée est égale à 0. Ça veut dire que ça ne bouge pas. Mais on va avoir des variations. Ces variations, justement, c'est on a la vitesse d'accroissement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de la vitesse d'accroissement? Pourquoi est-ce que la vitesse nous intéresse autant? Pourquoi la vitesse se retrouve dans tout ce qu'on fait? Parce que pour regarder l'accroissement ou pour regarder la variation d'une épidémie, pour regarder l'accroissement d'une population, on va utiliser donc ces vitesses-là. On va utiliser la vitesse qu'on a là. Et cette vitesse, en fait, va permettre tout simplement de comprendre comment est-ce qu'une épidémie se propage au cours du temps. Alors, pourquoi je choisis une fois de plus de parler encore d'épidémie aujourd'hui? Parce que de toutes les façons, je travaille en biomathématiques, je fais la recherche en biomathématiques, c'est le domaine où je travaille, mais surtout parce que j'ai abordé l'importance des matrices déjà sur ce compte et on devait compléter une suite par rapport à cela. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est déjà, je vous montre justement où est-ce que la vitesse d'accroissement ou tout simplement où est-ce que la dérivée intervient dans le comportement de la maladie que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos et par la suite, vous montrer tout simplement comment est-ce que les matrices interviennent pour comprendre la propagation de cette maladie-là. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi en commentaire. Ok. Bon, go. On y va. Je vais effacer ça. Gardez toujours ceci en tête. La vitesse égale à la distance divisée par le temps. La vitesse devient la dérivée ou la vitesse instantanée. Donc, maintenant, ce qui va se passer dans notre processus, on fait plus équation différentielle. C'est justement ça. Hera, quelle est la différence entre équation différentielle et dérivée? Comment est-ce que tu l'expliques? Si équation différentielle vient pas de dérivée, qu'est-ce que tu expliques par rapport? Parce que seconde dérivée, l'accélération. Donc, explique-moi en quoi est-ce que on fait pas plus les équations différentielles. Donc, commençons là. On est dans un village. Bon, le village, il est comme ça. J'aime bien prendre le village parce que ça va être ça. On est dans ce village qui est limité et dans le village, ou plutôt on a justement, comme pendant la pandémie, le virus qui se propage dans une zone peut-être qui est limitée. Et on peut prendre vraiment le Mpox, par exemple, qui est une maladie qui se propage énormément. On va prendre le cas de la RDC actuellement, ou on peut prendre le cas de Ebola, qui est la maladie aussi que vous connaissez, qui est une maladie très, très mortelle en fait, et qui se comporte, qui s'infecte, pardon, infection allant d'une personne à l'autre. Ce qu'on va faire maintenant, la grippe aussi, oui, on peut prendre la grippe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire la modélisation, il faut comprendre le processus d'infection de la maladie. Il faut comprendre le processus de développement ou de propagation de la maladie. Je vois que vous tous avez pris la grippe, on va aller sur la grippe. Si on prend la grippe, il faut se poser la question, comment est-ce que la grippe se transmet? Est-ce que la grippe se transmet d'une personne à l'autre? Est-ce que la grippe, par exemple, c'est quelque chose qui ne se transmet pas d'une personne à l'autre? Dans une maladie, on va se poser des questions. Les questions, c'est est-ce que c'est une maladie qui se transmet de façon verticale ou de façon horizontale? Verticale, ça veut dire de la mère à l'enfant. Horizontale, c'est-à-dire d'une personne à l'autre. Donc, si on prend le cas, par exemple, on a pris quoi? Si on prend le cas de la grippe, comment est-ce que la grippe se transmet? Et dans combien d'états on peut se retrouver dans une population? Vous pouvez me dire en commentaire. La grippe, par exemple, vous savez, la grippe se transmet comment? Et comment vous pouvez... Ah non, c'est pas contagieux le palu. Non, Kalima, c'est parce que justement, vous ne comprenez pas. Le palu, justement, si on va modéliser le palu, on va mettre en jeu l'anophèle femelle.
Il faut bien comprendre. Le processus de modélisation, ce n'est pas de dire c'est contagieux, c'est pas ceci. C'est que vous devez comprendre comment est-ce que la maladie s'infecte. Le palu, dit que le palu se propage, c'est trop rapide, mais bien évidemment que le palu se propage. Lorsque vous avez une personne saine qui va être là, qui va avoir une personne infectée, vous avez la nouvelle femelle qui est I, par exemple, saine pour la nouvelle femelle. Vous avez le vecteur, par exemple, qui est infecté. Donc, on pourra appeler vecteur saine et vecteur infecté. Lorsque le moustique infecté va venir piquer une personne susceptible, elle va devenir une personne infectée. Et lorsque le moustique sain va piquer une personne qui est infectée, le moustique va tout simplement s'infecter. Mais ce n'est pas ça qu'on veut regarder. C'est beaucoup trop compliqué, la modélisation avec la nouvelle femelle, parce que ça inclut déjà un vecteur. Et pour arriver déjà à bien comprendre le modèle, il faudra savoir si vous êtes capable de comprendre le modèle dans le cas simple. Bon, c'est pas simple, mais prenons le cas de la grippe. On a considéré la grippe. Quels sont les états possibles qu'on peut avoir dans une population? Quels sont les états, les maladies qu'on peut avoir dans la population? Une personne qui n'a jamais attrapé la grippe, par exemple, qu'on va appeler une personne susceptible d'attraper la grippe. C'est une personne qui est susceptible d'attraper la grippe. Et dans ce modèle qu'on met en place, on va appeler cette personne-là une personne susceptible. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme état? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme état pour la grippe? Donc, on a une personne susceptible. S ici, ça veut dire susceptible d'attraper la grippe. Donc, on a dit qu'on parle de la grippe. On va parler d'une personne susceptible d'attraper la maladie. Infectée. Oui, saine. Saine, c'est une personne saine, c'est plutôt, ça va être déjà le cas susceptible parce que la personne saine, tout simplement, va s'infecter. La personne saine va s'infecter et donc on peut avoir les états où on va avoir tout simplement la personne infectée. Je vais appeler la personne infectée ici par I. Je vais vous poser juste une question qui va être déjà, personne déjà qui a la grippe, exactement. Je vais vous poser une question qui va être simple. Vous pouvez attraper le grippe le nombre de fois possible. Vous guérissez, après vous attrapez encore. Ça, c'est clair. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bonsoir. Vous pouvez attraper la grippe après guérison et après vous l'attrapez encore. Donc, en fait, vous pouvez passer de cet état à celui-là et de ça à ceci. Vous êtes d'accord? Vous pouvez passer de l'état de personne susceptible qui peut attraper la grippe à une personne infectée, une personne qui a la grippe et après vous repassez à cet état-là. Donc, ça va être ça. Mais cette deuxième flèche, je vais vous poser une question. Est-ce que pendant la saison de la grippe, est-ce que vous pouvez être immunisé? Est-ce que vous attrapez autant de fois que possible pendant la saison de la grippe ou vous attendez la prochaine saison? Oui, il y a un vaccin pour la grippe. Donc, par exemple, moi, je vais poser la question, est-ce que vous pouvez attraper l'infection autant de fois que possible? Tu es immunisé. Donc, lorsqu'on attrape la grippe, on peut être immunisé. Donc, on peut avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez encore avoir quelqu'un qui va complètement être immunisé. C'est ça, guéri de la grippe, que vous allez avoir cette personne-là. Vous êtes d'accord? Donc, la personne va guérir de la grippe. Maintenant, vous avez ajouté, vu qu'on se vaccine contre la grippe, on va avoir les vaccinés, les personnes qui sont vaccinées. Non, on est immunisé contre un virus de la grippe. On est immunisé, mais justement, on n'a pas dit que vous allez être guéri totalement. Donc, on peut partir du principe que vous quittez là, vous partez là, et après, vous revenez ici. Parce que vous pouvez être immunisé contre un virus, et après, vous repartez encore dans la classe des susceptibles pour repartir dans le virus. Le R représente des personnes immunisées ou des personnes guéries. Des guéris, des personnes infectées. Maintenant, il faut l'état des personnes vaccinées. On se vaccine. Donc, la vaccination, c'est ici. Vacciné. Vous êtes d'accord pour l'état de la vaccination? Parce que là, vous êtes d'accord qu'on peut se vacciner. Donc, si vous vous vaccinez,
Ce sont des personnes généralement susceptibles qui se vaccinent parce que vous ne vous vaccinez pas avec la grippe, du coup. Donc, ce sont des personnes, ça existe? Oui, ça existe, le vaccin de la grippe, ça existe, ça c'est connu. Et donc, ce qui va se passer, c'est que même étant vacciné, vous pouvez toujours contracter la maladie. Vous êtes d'accord ou pas? Même étant vacciné, on peut, mais il faut pas. Mais on va quand même faire des modèles dans le cas où ça fait sens. Donc, vous avez ça. Même quand vous avez le vaccin, vous pouvez attraper la grippe. Ça, c'est connu. Tous les ans, il y a un nouveau vaccin. Ça ne change pas. Mais il faudrait justement, on peut, mais difficilement. Mais on l'attrape quand même, donc on peut. C'est déjà ce qui est là. Les guéris peuvent se vacciner. Oui, sauf que les guéris peuvent se vacciner. On considérera que les guéris sont déjà retournés dans la classe des susceptibles avant de se vacciner. Parce que ici, soit on voit les guéris comme des personnes qui sont complètement immunisées et qu'ils vont retourner dans ce stade-là, soit on les enlève. Mais c'est où vous allez voir que notre question commence à se poser. Oui, parce que le vaccin a la molécule de la grippe. Donc, on va commencer à se poser la question actuellement qui est la suivante. Quelles sont les hypothèses que vous devez faire dès le départ avant de faire la modélisation? Parce que c'est justement où la question se pose. La question est la suivante. Lorsque vous voulez faire un modèle, vous comprenez la maladie, vous avez bien vu dans notre interaction, vous avez vu que chaque personne a un avis par rapport à ce qu'il faut mettre en place ou pas. Chaque personne a son avis par rapport à ceci. La question, c'est que pour faire un modèle, les infectés ne peuvent pas se vacciner. Alors non, parce que de façon hypothétique et même de façon biologique, vu que ce n'est pas recommandé, merci beaucoup. Vu que ce n'est pas recommandé, si on veut faire le modèle, il faut qu'on arrive à avoir des limites. Alors les limites, ça va être ce que je vais appeler, ce qu'on va appeler tout simplement, comment on appelle ça? Les hypothèses. Donc, nous, on va parler de nos hypothèses. On va parler de nos hypothèses. Nos hypothèses, ça va être quoi alors? Vous, par exemple, si vous voulez faire votre hypothèse, l'hypothèse serait que, est-ce que vous considérez qu'on a 4 États dans cette population ou vous considérez qu'on a 3 États? Ça, c'est commencer à faire des hypothèses. C'est votre hypothèse. Et l'hypothèse, c'est que vous devez faire une hypothèse qui a quand même un sens. Dans le cas où vous êtes en train de dire, OK, je considère que... Alors, MSG, pour moi, je parle de l'hypothèse selon laquelle ce n'est pas recommandé déjà par les médecins qui se vaccinent pendant cette période-là. Alors, pourquoi mathématiquement, je dois considérer le fait qu'ils doivent se vacciner? Parce que si tu viens étant vraiment en train de faire la grippe et tout, pour l'hôpital, on ne va pas se vacciner tout de suite. On va attendre avant de te vacciner après. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que dans le modèle, justement, on va considérer cela. Alors non, oubliez les décédés parce que pour le moment, il y a des personnes qui se représentent encore dans la population. Je n'ai pas encore mis les mouvements de translation. On n'a pas mis les natalités, on n'a pas mis par exemple justement les décédés. Donc ça, c'est tout autre chose. Moi, la question première est la suivante. Est-ce que vous voulez considérer 3 états? 3 états, ça serait susceptible, infecté et vacciné. Donc, ça serait ça, par exemple. Susceptible, infecté et vacciné. Ou vous voulez autre chose? Moi, par exemple, je serais pour ça. Mais vous pouvez avoir 4 états comme on avait ici. Mais ça peut être, moi j'ai dit, ce sont des hypothèses. Et les hypothèses, c'est des choses que vous devez décider de considérer. 3 pour hypothèse. Donc, susceptible, grippé, infecté, vacciné. Bon, ok. 3. Donc, pour les gens, ils sont pour 3. On va aller pour 3. Donc, les guéris, on va les exclure. Parce que de toutes les façons, quand vous avez la maladie, vous pouvez tout simplement retourner dans cet état de susceptibilité. Donc, on peut avoir tout simplement ça. On a le retour. Vous redevenez une personne qui est susceptible d'attraper la maladie.
Et là, c'est important de rappeler ici ce qu'on se vaccine, mais on perd l'immunité. Vous pouvez prendre le vaccin et après, le vaccin du tout n'est plus efficace. Donc, vous allez retourner dans la classe des susceptibles. Mais de la même façon, c'est pour ça que d'ailleurs, vous l'avez rappelé, on se vaccine chaque année. Non, cas guéri ne peut pas être malade juste après. Elle est immunisée pour un certain temps. Oui, ça dépend, Bressingo, ça dépend également du temps qu'on décide de regarder la modélisation. Donc, ça aussi, ça reste valable de ne choisir que de considérer ces états-là. On peut bien considérer que les guéris sont immunisés, mais on peut aussi considérer que les guéris ne sont pas immunisés totalement. Donc ça tient également. Et tout ça, ça va dépendre juste du temps que je mets ici. Le temps que je mets là, ça change tout. Donc tout ça là, pour moi, c'est ce qui est important, ce qu'il faut rappeler, c'est que on est dans un système de modélisation. Et ce qui est dans le modèle, ce n'est pas tant le modèle est vrai, est-ce que c'est faux et tout. Non, la question c'est qu'est-ce que vous avez ressorti avec le modèle? Envie de mettre en place avec le modèle. Et quand vous vous posez cette question-là, ça devient intéressant. Si par exemple, votre approche était de voir combien de personnes restent immunisées pendant un moment, je vous assure que si vous enlevez les vaccinés là-dedans, pardon, vous enlevez les guéris là-dedans, votre modèle va dans toutes les directions. Si nous, on ne peut se concentrer que sur le fait qu'on veut voir l'évolution des nombres d'infectés et par exemple la perte d'immunité du vaccin et les infections des vaccinés, alors ce moment-là, ça marche. Ce modèle-là, il tient la route. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les transitions qu'on a là. Ces transitions. Vous voyez là, la transition, c'est on s'infecte. On s'infecte. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'une personne s'infecte? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on s'infecte? Alors oui, commençons par poser la question. Est-ce que vous considérez la démographie dans le modèle? Est-ce que vous supposez qu'il y a les naissances et les mortalités? Ou vous considérez tout simplement que vous êtes en train de regarder la population sur une période qui est très courte au point où on n'a pas vraiment besoin de considérer les natalités et les mortalités. Donc dites-moi, est-ce que vous considérez... Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens tout le temps veulent héberger mon live et c'est embêtant. Donc, dites-moi alors, est-ce que vous considérez les natalités dans le modèle? Les natalités et les mortalités? Ou pas? C'est à vous de voir. Vous considérez les natalités? Oui, ok. Donc, si on considère les natalités, ça va être là. Si on sous-entend ou si on suppose que tout le monde naît directement dans la classe des susceptibles, alors on peut considérer les natalités. Planète News, il y a déjà plein de vidéos qui expliquent à quoi ça sert des intégrales. Allez visiter. Si vous êtes nouveau sur mon compte, je vous invite d'aller regarder d'autres vidéos. On ne pourra pas tout avoir dans la même vidéo. Lorsqu'on a déjà ça, on va se concentrer que sur les équations différentielles aujourd'hui. Donc, oui, mais justement, le problème, c'est que quand vous arrivez, vous êtes nouveau sur le compte, essayez toujours d'aller déjà dans le compte. Maintenant, je vais commencer là. Donc, si on considère les mortalités, on va avoir la mortalité des personnes susceptibles, on va avoir la mortalité des personnes guéries, on va avoir la mortalité des personnes vaccinées. J'aimerais donc ajouter ce premier point. Est-ce que les gens meurent de la grippe? Est-ce que les gens meurent de la grippe? Oui. Alors, une personne peut avoir la grippe et mourir d'une cause naturelle. Vous êtes d'accord aussi? Quelqu'un peut avoir la grippe et mourir d'une cause de mort naturelle. Surtout les vaccinés. Donc, une personne peut avoir la grippe et mourir d'une cause naturelle. Donc, ici, on va considérer que mu, par exemple, c'est le taux de mortalité. Taux de mortalité naturelle. Et on va considérer D, qui est le taux de mortalité dû à la maladie.
Donc, on va considérer ça. Si on considère ceci, ce qui va se passer, c'est que dans notre mortalité ici, on va avoir, on considère qu'on a la mortalité naturelle pour tout le monde, hein, parce que ça ne change pas. On va avoir ceux-là qui vont avoir une mortalité mue. Ça, c'est une mortalité mue. Mais ça, ils sont infectés, ils peuvent mourir de la maladie. Donc, on a tout simplement une mortalité mue et une mortalité additionnelle qui est due à la maladie. Oui, merci de tapoter. Est-ce que vous êtes d'accord? Les mortalités, ça sous-entend qu'on a des parties qui vont sortir de là. On a cette quantité-là qui va sortir. Si vous voulez, je peux multiplier par exactement ça. Donc, on a mu V, on a une quantité comme ça qui diminue, on a une quantité comme ça qui diminue de là, et on a une quantité comme ça qui diminue de cette proportion-là. Merci, Kalimé. Donc, oui, justement, les gens peuvent mourir de la grippe, et oui, on a une mortalité, justement, qui est due à la maladie. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. On a déjà la mortalité. Il faut qu'on discute sur l'infection. Bon, le taux de natalité, on doit discuter sur le taux de natalité. On peut considérer qu'on a juste un recrutement, une quantité constante, mais on peut aussi considérer qu'on a un taux de natalité qui est proportionnel à la population. Donc, si on considère que A, par exemple, sur le taux de, ou N sur le taux de natalité, on va avoir N, pardon, ou disons que je vais l'appeler N. Bon, je l'appelle lambda. Lambda, donc lambda, c'est le taux de natalité. À ce moment-là, on va avoir lambda multiplié, par exemple, par N. Et N qui est égal à S plus I plus V. Donc, N, c'est la population totale. On a un taux de natalité par rapport à la population totale. Est-ce que vous êtes d'accord pour le taux de natalité? Bon, je crois que mes couleurs commencent à... Maintenant, il vous reste une étape. Bon, une étape, mais 2 ou 3. Ça ne change pas. Lorsque une personne est vaccinée, est-ce qu'il y a vraiment un processus qui se passe? C'est juste une proportion de personnes susceptibles qui deviennent des personnes vaccinées. Vous êtes d'accord? C'est juste une quantité de personnes susceptibles qui vont devenir des personnes vaccinées. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Lorsqu'on est vacciné, je veux dire, il n'y a pas un processus qui se passe. On vous vaccine et vous devenez une personne vaccinée. Donc, à ce moment-là, on a une quantité qu'on va appeler, par exemple, alpha, des personnes susceptibles qui deviennent des personnes vaccinées. Et de l'autre côté, les personnes vaccinées vont perdre l'immunité, vont perdre tout ce qu'on a sur l'immunité du vaccin et vont, par exemple, je vais appeler lambda, et vont devenir des personnes susceptibles. Vous êtes d'accord avec mes transitions? Je mets toujours lambda. Donc ici, la alpha, c'est le taux de vaccination. Vous voyez mon tableau? Taux de vaccination. Et lambda, taux de perte d'immunité. D'immunité pour le vaccin. Maintenant, on doit regarder au niveau... Non, même avant l'infection, on a tout. Maintenant, lorsque une personne guérit, par exemple, je vais appeler ça delta, ou je vais appeler comme ça, delta, multiplié par I. Alors, delta, c'est le taux de guérison. Donc, en gros, 1 divisé par delta, c'est la durée qu'il faut pour guérir de la grippe. Est-ce que tout ça est OK jusqu'à présent? Il nous reste juste de regarder l'infection. Est-ce que ça, c'est bon? S'il y a un taux que vous n'avez pas compris, on va le revoir. Mais likez le live, s'il vous plaît. Je vois les gens se déconnecter. Je sens que ça devient trop compliqué. Donc, c'est très amusant parce que c'est sur les mêmes lives où on fait la théorie. On a quand même beaucoup de gens qui viennent demander à quoi ça sert. N, c'est la population totale. N, population totale.
dont les personnes susceptibles, les personnes infectées et les personnes vaccinées. Maintenant, il nous manque 2 flèches. Vous avez bien vu, manque celle-là et celle-ci. Bon, pour qu'une personne susceptible devienne une personne infectée, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'une personne susceptible devienne une personne infectée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les ingénieurs et les profs tapotés. Pour qu'une personne susceptible devienne une personne infectée, alors j'ai dit vaccinée? Non, pour qu'une personne susceptible devienne une personne infectée, qu'est-ce qui se passe? Elle a été contaminée. Le processus de contact sous-entend que la personne susceptible a été en contact avec la personne infectée. Vous êtes d'accord? Donc, il a été en contact avec la personne infectée. Et ce contact-là, on va dire que S était en contact avec I. S est en contact avec I, mais l'infection ne se crée pas. Il faut un taux de contact. Le taux de contact qui va permettre de créer l'infection. Et ce taux de contact, on va appeler bêta. Taux de contact qu'on va appeler bêta. Maintenant, dans le processus que je dis, c'est que chaque S va rencontrer chaque I. Ce qui peut parfois ne pas être très bien dit, parce que si chaque S rencontre chaque I, ça veut dire que lorsque vous êtes infecté, vous pouvez rencontrer toute la population, ce qui peut parfois poser des problèmes. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de trop se compliquer le modèle. On peut le mettre comme ça. Dites-moi, est-ce que ça vous va déjà dans cette logique d'avoir ceci? On est en physique maintenant, je ne sais pas si vous trouvez que... Ouh là là, taux de... Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec V? Donc, tout contact n'est pas infectieux s'il y a bêta. Exactement, Steven. Parce que au moment où on entre en contact avec une personne, ce n'est pas parce que vous avez la grippe que vous allez forcément infecter quelqu'un. Non, il y a une probabilité pour que l'infection se mette en place. Et cette probabilité, vous pouvez l'appeler justement ce taux de contact. Donc, l'infection ne marche pas toujours. Maintenant, lorsque V entre en contact avec I, qu'est-ce qui se passe pour le coup? Bêta est proche de 0 pour V. On peut dire ça, mais on peut trouver une autre valeur parce qu'on ne pourra pas toujours l'appeler bêta. Non, pas 0. Possibilité d'infection. Alors, je vais l'appeler ici peut-être un alpha que je vais appeler VI. Vous êtes d'accord? Si je mets en disant toujours que quand votre vaccin, quand il y a une autre possibilité, alors j'évite le prime parce qu'on va avoir les dérivés. Alors en mettant les primes, on risque d'avoir des problèmes. Lorsque on est malade, lorsqu'on est vacciné, quand vous entrez en contact avec une personne vaccinée, si son vaccin n'était pas efficace, il y a une probabilité pour que la personne vaccinée, par exemple, tombe malade. Et cette probabilité-là, avec ce taux-là, c'est alpha. Bah, le vaccin n'est pas du tout efficace à 100%. Donc, oui, ça, on peut avoir cela. Bon, maintenant, est-ce que tout est bon? Si tout est OK, on peut maintenant passer à tout ce qu'on a dit depuis le départ. La vitesse d'accroissement. Je vais essayer de retourner comme ça. Tout ce qu'on a dit depuis le début de ce cours, on parlait de la vitesse d'accroissement. La vitesse d'accroissement, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse en quelque sorte ici dans notre modèle, c'est de regarder la dérivée de S, la dérivée de I et la dérivée de la vitesse. Vraiment la dérivée.
Parce qu'on veut regarder comment est-ce que le nombre de personnes susceptibles change au cours du temps. Donc, je vais mettre que tout ça dépend du temps, hein, parce que c'est quand même ça. Donc, voilà. Ici, en fait, lorsque je mets n, ce n, si vous le voyez, c'est comme vraiment n de t qui est tout simplement égal à s de t plus i de t plus v de t. Alors, S de t, c'est le nombre de susceptibles qu'on a à l'instant t. V de t, c'est le nombre de vaccinés qu'on a à l'instant t. Et I de t, c'est le nombre de vaccinés qu'on a à l'instant I. Maintenant, S', c'est la vitesse, justement. C'est la vitesse d'accroissement. La vitesse d'accroissement, c'est comment est-ce que tout ça là, il varie avec le temps. Si vous voulez qu'on refait une démonstration pour montrer pourquoi est-ce qu'on arrive à cette dérivée, on peut le faire. Mais vous pouvez voir comme ça. Ce qui se passe avec la vitesse d'accroissement, ce qu'on regarde, c'est qui entre, ce qui sort. Au cours du temps, qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort? C'est ça qui fait clairement la vitesse d'accroissement. Au cours du temps, qu'est-ce qui entre dans I, qu'est-ce qui sort de I? Qu'est-ce qui entre dans S, qu'est-ce qui sort de S? Qu'est-ce qui entre dans V, qu'est-ce qui sort de V? C'est comme ça. Qu'est-ce qui ça? Parce que S, c'est l'état des susceptibilités. Qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? On peut avoir les naissances dans l'état de susceptibilité, on peut avoir les natalités, pardon, on peut avoir les mortalités dans l'état de susceptibilité, on peut avoir tant de choses. Alors, j'aurais pu peut-être rendre le modèle beaucoup plus simple en disant qu'on a plutôt un recrutement constant, pour que ça rend peut-être le calcul simple, mais ça ne change pas grand-chose, donc on peut garder comme ça. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer? La vitesse d'accroissement, c'est de regarder ce qui se passe dans l'état. Si je suis dans l'état de S, qu'est-ce qui peut se passer pour moi? Je peux avoir des naissances qui arrivent dans l'état où je suis. Je peux avoir les mortalités qui vont se mettre en place. Je peux avoir des infections qui vont sortir. Et ça va tout simplement créer des entrées et des sorties. Et oui, accumulation et autres. Est-ce que pour vous, ça semble clair? Si vous avez compris le principe, essayez d'écrire, par exemple, ce qui va se passer pour S. Pour S, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir comme équation? Si vous avez compris ce que, pour S', je veux dire, qu'est-ce qu'on va avoir comme équation? Merci beaucoup pour les roses et pour les fleurs. Je ne sais pas. Donc, dites-moi, pour S, qu'est-ce qui va se passer? Merci, Sugar. Je crois qu'on a les mêmes personnes qui m'envoient les roses. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, dites-moi en commentaire alors. Merci de partager, s'il vous plaît. Partagez le live aussi. Le partage aussi, c'est bien. Donc, partagez, s'il vous plaît. C'est que j'ai de mathématiques, ça. Comment ça, vous ne voyez pas? Ok, je me recule. Oui, S', c'est la dérivée. La dérivée, la vitesse d'accroissement et tout. S', c'est la dérivée. J'ai bien expliqué ce que ça représentait ici, hein. La formule de S n'est pas connue. J'ai expliqué ce que ça voulait dire. Lorsque je parle de la vitesse d'accroissement de S, ça veut dire tout ce qui entre dans S et tout ce qui sort de S. Qu'est-ce qui entre dans S et qu'est-ce qui sort de S? Entre dans S et qu'est-ce qui sort de S? S', c'est vraiment la dérivée de S par rapport au temps, la vitesse d'accroissement des susceptibles. Oui, c'est ds divisé par le temps. Ça, on le sait déjà, mais c'est la réponse qu'on demande. Donc, on va avoir tout simplement S de t moins alpha S de t moins bêta. Alors, par contre, devant, je crois que S', c'est bien pour alpha moins bêta plus delta. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées. La variation de I. Non, ERA, il faut d'abord se concentrer sur la variation de delta N, delta I, moins bêta SI. Vous avez oublié autre chose. On me demande encore de vérifier le live. Hein. J'espère que on ne va pas se bloquer. C'est trop long à écrire. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, on a lambda N, ce qui entre là aussi.
plus lambda V, ce qui entre ici, plus delta I, moins tout ce qui sort. Ça là, ça sort, moins bêta SI. Ça aussi, ça sort, moins alpha SI, pardon, moins alpha S. Ça également, ça sort, moins IS. Alors, je crois qu'on n'arrive pas à voir. Ouh, je crois que j'ai la lumière qui arrive direct sur l'écran. Laissez-moi voir si j'arrive à changer. Je ne sais pas si c'est différent, mais ok. Donc là, j'ai moins alpha S, moins mu S. C'est bon? Donc voilà ce qu'on met en place pour l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour celui-là? Je regarde ce qui entre dans I et ce qui sort de I. Ce qui entre dans I, on a bêta SI. Ça, c'est ce qui entre. Ce qui sort de I, ou ce qui entre aussi, c'est ça, plus alpha VI. Et ce qui sort, on a moins delta I. Et on a aussi mu plus DI. Pour V, on fait exactement la même chose. On va avoir tout simplement ce qui entre dans celui-là, donc tout ce qui entre ici. On a alpha, c'est comme ça qu'on l'appelait. Alpha S, c'est ce qui entre là, moins ce qui sort de là. Donc, moins lambda V, moins alpha VI, moins mu V. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est un système, c'est mu, c'est pas U, si vous voulez. Hein. C'est pas U que j'écris. Je sais que j'ai du mal à écrire, mais regardez tout ce qu'on a écrit ici, c'est les taux de mortalité. Infection aussi rentre dans I. Comment ça, infection rentre dans I? Mais oui, voilà, infection. Voilà, ça entre là. Ça aussi, ça entre. Ah non, 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 ça c'était pour indiquer que ça c'était... ah non, ça c'était pour indiquer que ça c'était infection. Alpha, Blondie, il est où? Mais alpha est là. Donc, on a alpha SI qui sort de là. Et on a... Ah, je crois que j'ai mis alpha 2 fois. Laissez-moi modifier ça. J'avais déjà alpha. Je vais l'appeler θ. Donc, laissez-moi modifier ceci. Je vais l'appeler θ. On ne va pas donner les mêmes notations à ceci. OK. On a notre modèle. D représente quoi? Où est D ici, là? Moi, je ne vois pas D. Il y a D. D représente, oui, ce petit D. D représente le taux de mortalité dû à la grippe. Ma caméra au centre. Bon, laissez-moi voir si j'essaye ça, si ça change. J'ai pas l'impression que ça change souvent beaucoup trop, mais je suis pas sûre. Je sais pas si ça change. Mais bon, anyway. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. C'est quel niveau est-ce que j'obtiens? Maintenant, la question est la suivante. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a fait des hypothèses, on a un modèle. Qu'est-ce qu'on fait de ce modèle-là? Donc, maintenant, si vous tous vous avez compris le modèle, je peux effacer et on va analyser ce modèle. Si vous tous vous avez compris le processus de modélisation, likez le live s'il vous plaît et partagez. Donc, si vous tous vous avez compris le processus de modélisation, je peux effacer. Nous, on a maintenant une équation. Savoir ce qui se passe avec la maladie, ça, c'est ce qu'on va interpréter à la fin. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir quels paramètres représentent quoi et tout le reste. Donc, est-ce que c'est bon pour les gens? Je ne peux pas reprendre pour les gens qui viennent d'arriver. Essayez juste de suivre ce qu'on va faire pour la suite. Donc, est-ce que les gens qui étaient là, je peux effacer le processus de modélisation, c'est OK pour vous? On a fait des hypothèses. Sur la base de ces hypothèses-là, on peut faire l'analyse du modèle qu'on a. OK. Je vais effacer.
Maintenant, n'oubliez pas, c'est un modèle. On a fait des hypothèses. Vous pouvez tout simplement, on peut écrire à côté, non, ça va pas tant marcher parce qu'il faut absolument que je réécris tout ça et j'analyse le modèle entièrement. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour le modèle qu'on a, on peut tout simplement analyser entièrement ce modèle pour comprendre le comportement de la grippe dans la population. Avant ça, je vais réduire mon modèle. Le modèle devient S', où je vais essayer de mettre tout ce qui concerne le S. Bon, du moins si vous voulez. Lambda N plus lambda V plus delta I. Moins, je vais mettre le S en facteur. Donc, moins bêta I plus alpha plus mu fois S. Et ici, je vais tout simplement avoir I point. Bon, je peux mettre V avant si on veut. Hein, c'est peut-être mieux. Je peux mettre V avant. Donc, V', ça va être tout simplement égal à alpha S moins lambda plus θ I plus mu multiplié par V. Et je vais avoir donc I' égale tout simplement à bêta. Bon, on pourra mettre bêta S plus θ V multiplié par I moins delta plus mu plus D. Tout ceci multiplié par I. Donc, voilà notre modèle. On a un diplôme à la fin du live. Oui, bien évidemment. Le diplôme de la connaissance. Ok, donc voilà ce qu'on va avoir ici. Avec ce modèle qu'on a là, on va se poser une question. On va tout simplement essayer de comprendre le comportement de la maladie au cours du temps. Et pour faire ça, on va calculer ce qu'on appelle l'état de la maladie ou l'état de la population sans la maladie. Pour cet état de la population sans la maladie, on va regarder le cas où on a tout simplement I égale à 0. Et on va trouver ce qu'on appelle le point d'équilibre. Le point d'équilibre, ça veut dire que à quel moment la maladie ou à quel moment les états arrêtent de bouger. Merci beaucoup. Quand les états arrêtent de bouger, ça veut dire que S' égale à 0, I' égale à 0 et, pardon, je essaie de mettre V' égale à 0 et I' égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle équilibre. L'équilibre, ça veut dire quel est l'équilibre sans la maladie dans ce qu'on est en train d'étudier. Je veux savoir comment ma population est sans la maladie et comment ma population se comporte. Comment vous avez fait pour trouver les systèmes en bas? Pour faire le système en bas, je n'ai rien fait. J'ai juste essayé de factoriser tout ce qu'on avait là. Par exemple, ici, j'ai considéré ça, ça et ça. Et après, j'ai mis le moins en facteur et j'ai mis S en facteur de tout ça. Donc, bêta, I, alpha plus ceci. Et là, j'ai fait pareil. J'ai considéré les équations que j'avais ici et j'ai mis I en facteur. Et pour celui-là, j'ai juste changé la position de S et de V. Donc, j'ai juste factorisé. Maintenant, mes états d'équilibre, si I égale à 0, dites-moi, hein, je vais vous demander quel est l'état d'équilibre ici. Quel est l'état d'équilibre ici? Pouvez-vous identifier donc l'état d'équilibre sans la maladie? Voilà, équilibre sans la maladie. Donc, l'état d'équilibre sans la maladie, ça veut dire qu'on met que les infectés, ça donne 0, et on a tout simplement les vaccinés et autres dans la population. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Lambda n plus lambda v. Donc, pour l'équation ci, si on le remplace, il faut faire attention. Si on remplace, par exemple, le i égale à 0. Ah oui, on a une étape importante qu'on n'a pas vérifiée. Est-ce que le problème est bien posé? Ça, on pourra le voir. Si jamais le problème n'est pas bien posé, on va le voir. Donc, est-ce que le problème est bien posé? Ça, c'est une question qui doit se poser. Dérivée égale à 0. Donc là, si dérivée égale à 0 et que i égale à 0, ce qui nous reste ici, on aura tout simplement lambda
facteur de S plus V, parce que ça, c'est ce qui nous reste là. Et ici, on va avoir tout simplement celui-là qui donne 0 plus lambda V, et il nous restera donc moins mu plus S égale à 0, pardon, mu alpha plus ici, pourquoi je mets ça? Alpha plus mu égale à 0. Maintenant, de l'équation qu'on a de celui-là, on trouve tout simplement alpha S moins celui-là, on l'avait, moins lambda plus mu fois V égale à 0. Donc, de ça, ça veut dire que V est tout simplement égal à alpha S divisé par lambda plus mu. Et maintenant, je vais prendre l'expression de V que j'ai trouvée. Je vais dire que V qui est égal à alpha divisé par lambda plus mu multiplié par S, je vais remplacer dans l'équation de S. Je vais donc avoir lambda facteur de S plus, donc plus alpha plus mu, c'est 6 fois S multiplié par C6 plus lambda. Alors, attention, je crois que j'ai mal remplacé quelque chose là. Donc, c'était lambda V. Plus lambda V. Ah oui, c'est ça. S plus lambda V, qu'on va avoir là, et que je vais encore remplacer. Alpha divisé par lambda plus mu fois S. Et ce qu'on va avoir ici, tout simplement, plus moins lambda plus mu multiplié par S égale à 0. OK. Maintenant, pourquoi vous êtes perdu? J'ai juste remplacé. Hein? Mais il faudra que vous commenciez à remarquer là où il y a le problème. J'étais en train de chercher l'équilibre. Et comme tout autre modèle qu'on a, il faut se poser la question, comme j'ai dit ici, est-ce que le modèle est posé? Bien posé. Mais même avant d'aller sur le modèle est bien posé, il faut se poser la question ici. Par exemple, si on regarde l'état d'équilibre, voilà ce qui se passe. On va se retrouver, en fait, avec S égale à 0. Comment ça zoomer? Vous n'arrivez pas à voir? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je ne dois pas être trop loin. Oui, donc, on a un problème ici avec le modèle qu'on a développé. Ce modèle ne nous donne pas un point d'équilibre, à condition qu'on décide. Donc, à condition qu'on décide de mettre des choses là-dedans. Et je vois déjà là où il y avait le problème. Un peu à gauche. Je crois que c'est trop bizarre de dire un peu à gauche avec ce tableau. Mais bon, je vous assure, ce n'est pas très pratique ce truc. Donc, voilà, il y a un problème et le problème est clair. On ne peut pas tout simplement conclure ici sur notre modèle que nous avons considéré. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Notre modèle, il n'est pas bien posé. Je réexplique. Je reprends. Vous avez fait votre modèle, vous avez fait avec des hypothèses. Sur la base de ces hypothèses, il faut tout simplement, il faut un grand tableau. Non, c'est pas le problème du grand tableau. Le tableau, il est super grand. J'ai même d'ailleurs un tableau jusqu'à voir un autre côté. Le problème, ce n'est pas le tableau. Le problème, c'est le téléphone. Je ne crois pas que je peux modifier mon téléphone. Je crois que si, je sais pas, ça se fait. Non, là, vous allez me voir l'envers. Donc, honnêtement, je ne crois pas que ça se fait sur TikTok. Vous voyez? Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous voyez que je ne peux pas retourner ma caméra, contrairement à autre chose. Bon, je reviens sur ce que je vous expliquais. Ici, vous avez le modèle. Il faut calculer le point d'équilibre. Au-dessus, au bas, ici, je ne fais pas monter les gens. Si ça répond à votre question, parce qu'apparemment, vous êtes très intéressé pour monter. Ici, lorsqu'on est en train de regarder ce point-là, le point d'équilibre, ça veut dire que
Je regarde l'état où la vitesse est égale à 0. La vitesse égale à 0, ça veut dire que chaque dérivée donne 0. Et je veux regarder ça pour le cas où il n'y a pas la maladie dans la population. Le point d'équilibre, ça veut dire que la vitesse est nulle. La vitesse d'accroissement est nulle. Est-ce que c'est bon pour le point de départ quand je dis le point d'équilibre? Le point d'équilibre, c'est l'état où les variations, en quelque sorte, tout ça va donner 0. Donc, si je passe d'un instant à l'autre, la variation va tendre vers 0. Est-ce que c'est bon pour la notion d'équilibre? Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes en train de regarder l'équilibre, vous allez résoudre tout simplement chaque point ici égal à 0. Par exemple, si vous prenez l'équation de I, on a là. Donc, I est égal à 0. Vous remplacez I dans toutes les autres équations et vous trouvez I égal à 0. Maintenant, le problème, c'est que vous allez rester avec l'équation de S égale à 0 et l'équation de V égale à 0. À partir de l'équation de V, j'ai ceci. De cette équation, je peux tirer l'expression de V en fonction de S. J'ai l'expression de V en fonction de S. C'est vraiment une équation et je peux tout simplement remplacer ce que j'ai trouvé là et qui est la première équation que j'ai là. En remplaçant donc, je me retrouve avec cette équation-là où on a S ici, on a S là et on a S là. Et si je factorise tout ça par S, j'aurai donc lambda, facteur de 1, plus alpha divisé par lambda plus mu. Là, je pourrais ajouter plus lambda fois alpha divisé par lambda plus mu, moins alpha plus mu. Et ça égale à 0. Ceci, ça veut dire que S est égal à 0. Donc, soit S est égal à 0, ça serait la condition, ou ceci est égal à 0. Maintenant, si c'est ceci qui est égal à 0, ça veut dire qu'on va avoir exactement ça. Sauf que c'est beaucoup trop exigeant de définir. Ok, ça fait sens, oui, mais par contre, il y a un problème. Si vous partez du principe qu'à l'équilibre, votre population totale est égale à 0, à l'équilibre sans la maladie, votre population totale est égale à 0, ça ne marche pas. Donc, le modèle est mal posé. La factorisation du système, je ne comprends pas. J'ai factorisé, je veux dire, vous avez ça, ça, et ceci, ça se met là. Après, je ne sais pas ce que vous me demandez encore d'expliquer là. Après, ici, je mets S en facteur. Voilà S, je mets X en facteur. Il y a le moins, je mets là. Et il me reste bêta I, il me reste alpha, il me reste mu, j'ai mu. Donc, si vous voulez, c'est mu, hein. Et maintenant, pour l'équation de V, je change la position, je mets V ici. Pour V là, j'ai ça que je considère, qui est le premier là. Pour celui-là, je mets V en facteur, j'ai V ici, j'ai V là. Je mets V en facteur, il me restera donc ce qu'il y a là, lambda, θ I et mu. Et pour l'équation de I, je fais pareil. J'ai bêta SI que je remets là, bêta, et bêta VI. Je mets θ, pardon. Je mets là, et moi, je mets moins en facteur, je mets delta, mu et d. C'est ça que j'ai mis là. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, vous avez compris qu'on a un problème. Le modèle n'est pas bien posé. Demandez pourquoi. Parce que quand vous êtes en train d'analyser votre modèle, quand vous avez décidé de mettre en place un modèle, il faut savoir si le modèle a un sens. Nous, on a fait nos hypothèses tout à l'heure. Nous, on a décidé, pourquoi TikTok bloque? Peut-être que vous ne likez pas le like. Donc, nous, on a décidé de faire nos hypothèses pour décider comment la grippe se comporte, mais toujours en se basant sur la biologie de la grippe. Ce qui manque dans ce qu'on a mis en place, c'est est-ce que ce qu'on a choisi était bien posé? Pour savoir que le modèle est bien posé, là, ça c'est la question que je vais poser là, on a besoin de 3 choses. 1, la positivité des solutions. Petit 2, la bornitude. Petit 3, pour pouvoir conclure sur l'existence et unicité des solutions. Donc, on a besoin de la positivité. Bon, là, vous commencez vraiment à rentrer dans tout ce qu'on va avoir en épidémiologie mathématique. La question, ça va être, est-ce que ce modèle, il est positif?
est-ce que j'arrive à regarder la positivité de ceci? Quand je dis positivité, ça veut dire qu'on est en train de regarder la population, on est en train de regarder l'évolution de la population au cours du temps. Il faut s'assurer au moins que cette population-là, elle est bornée. Pardon, elle est positive. Parce que les susceptibles, c'est positif, les infectés, c'est positif, et les guéris, c'est positif. Là, on peut répondre facilement à cette question pour la positivité. Pour la positivité, il suffit de prendre qu'on se positionne sur l'axe où on a tous les S, et à ce moment-là, on a la positivité de la solution. Maintenant, la bornitude de la solution, je crois que c'est la notion que vous ne connaissez peut-être pas, mais il y a peut-être quelques personnes. Dites-moi en commentaire si vous comprenez. Je pense que c'est la preuve quand les gens qui viennent me dire en commentaire, non, il faut arrêter de faire les notions simples, il faut faire les notions compliquées. Ça, c'est là où on part avec ce genre de challenge, lorsqu'on décide d'aborder les notions qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Une limite finie ou une limite finie. Une limite finie à l'infini, mais on n'est pas en train de calculer limite finie. On veut que ça soit bon. Oui. Donc, il faut que, ici, j'ai parlé de la positivité, ça veut dire qu'on veut que S de T doit toujours être comme ça, V de T doit toujours être comme ça, et I de T toujours comme ça. On a besoin de cette condition-là. Donc, ça, c'est la première condition sur la positivité à vérifier. Il faut demander à ChatGPT. Deuxième condition, c'est sur la bornitude. Et donc, la bornitude veut dire qu'on doit trouver une valeur telle que S de T sera toujours inférieure à une valeur maximale S. V de T va toujours être inférieur à une valeur maximale V max. Et I de T doit toujours être à une valeur maximale V max. Et ça, on n'a pas cette valeur-là. La limite basse, c'est 0. Mais on a, ça c'est I max. On n'a pas du tout ça. On n'a pas la bornitude avec le modèle que nous avons considéré. Le modèle que nous avons considéré a un problème. Si on décide de faire l'addition de tout ce qu'on retrouve par exemple là, on pourra majorer, faire partie, mais ce modèle ne sera pas du tout borné. Bon, évidemment, je vous dis directement parce que soit vous connaissez, pour les gens peut-être qui font la bio, je crois qu'il y a des gens par exemple qui savent ce que ça représente ici pour la bornitude, soit vous ne représentez pas. En fait, pour regarder la bornitude, si je décide de faire l'addition de cette équation et de celle-là, on va en fait voir beaucoup de termes qui vont partir et on se retrouvera à la fin avec par exemple n', qui va être n', vous avez n', c'est tout simplement, je fais la somme de ça. Donc si je décide de dire que n' qui est égal à S' de t plus I' de t, plus, je suis toujours en train de mettre I' en première position, plus V' de t plus I' de t. Alors, c'est si n' de t est tout simplement égal à lambda n moins mu n moins di. Cette équation peut être inférieure à lambda n moins mu n. Le di là, on peut dire parce que c'est inférieur à 0, donc on veut majorer. Donc le n', où on veut même, va être inférieur à ça. Et ceci n'est pas du tout le cas où on a la bornitude. On pourra en parler. On peut quand même se dire qu'on a la bornitude de ceci, mais pas tant. Donc, est-ce que vous voyez la somme là? Vous êtes d'accord avec la somme? Vous voyez que la somme vous donne ceci. Non, vous ne voyez pas, parce que celui-là, vous pourrez donc considérer ce genre d'équation. Vous avez tout simplement, par exemple, vous aurez votre n' qui va être inférieur à n facteur de lambda moins mu. Bon, si on considère que lambda est supérieur à ceci, celui-là, il va être positif. Et donc, on pourra avoir n' divisé par n inférieur à lambda moins mu. On peut appliquer le processus d'intégration que vous connaissez déjà. On va avoir ln de n qui va être inférieur tout simplement à la primitive de celui-là, lambda moins mu multiplié par t.
et on pourra appliquer exponentielle et on se retrouvera avec le fait que n de t est inférieur à exponentielle de une constante k exponentielle de lambda moins mu multiplié par t. Sauf que cette limite-là tend vers plus l'infini. Du coup, c'est la bornitude pour la dérivée? Non, ce n'est pas la bornitude. Le fait de regarder la bornitude pour la dérivée, c'est parce qu'on va intégrer et de pouvoir trouver l'expression qu'on cherchait à borner à la fin. Ce n'est pas la bornitude pour la dérivée. Pourquoi les trois variables doivent être nulles? Non, je n'ai jamais dit qu'elles sont nulles. Je vous ai demandé, vous, de faire la somme de ces variables. Elles ne sont pas nulles. Quand vous allez faire la somme, vous allez voir les termes partis par vous-même. Faites juste la somme de ça, plus ceci, plus ça. On n'a pas dit que ça allait être nul. En faisant la somme, beaucoup de termes vont s'annuler parce que si vous faites la somme, par exemple, de ça plus ceci, pardon, alpha, par exemple, est-ce qu'on a là, plus le alpha, est-ce qu'on a ici, ça va partir. Le bêta, plus le bêta qu'on a là, ça passe. Celui-là, plus ça, ça part. Donc, tout ça va partir. Vous allez vous retrouver. Alors, oui, bien évidemment, je brûle les étapes en allant beaucoup plus vite. Ce que je veux expliquer ici, c'est le fait que la bornitude marche, arriver à trouver un majorant à cette expression qu'on a là. Et nous, cette expression, comme je dis là, d'ici, ça veut dire que n de t est inférieur à une constante qu'on pourra appeler k, exponentielle de lambda moins mu multiplié par t. Donc, en gros, on n'a que deux choses. Si lambda moins mu est supérieur à 0, la limite de ceci tend vers plus l'infini. Donc, on n'a pas du tout... Non. Pourquoi V' égale à 0? On n'a jamais dit que V' est égal à 0. Ça, c'est le point d'équilibre. On n'est plus du tout sur le point d'équilibre. On est en train de poser la question sur la bornitude. Est-ce qu'on est capable de trouver une valeur maximale pour chaque terme ici? On a déjà expliqué le point d'équilibre, tout ça depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur V' encore. Moi, je ne vois pas le V' ici. On est sur ça. Vous partez d'ici, vous faites la somme et vous retrouvez ça. Alors, c'est compliqué? Dites-moi, je crois je suis allée dans des choses trop compliquées aujourd'hui, peut-être. Voilà, non, en fait, justement, Ismo, du coup, n est borné, il faut surtout que... Non, parce que n est borné, c'est pas ça, c'est pas vrai. Si ça est supérieur, alors ce truc va tendre vers plus l'infini. Et si ceci, lambda moins mu inférieur, ceci va tendre vers 0. Donc, dans l'un comme dans l'autre, on n'a pas la bornitude. Soit on dit que n est égal à 0, soit on devient tout simplement... Dans le cas, donc, soit on dit que n est égal à 0, à ce moment-là, on n'est plus du tout en train d'étudier une population, vu que la population est déjà égale à 0. Soit on est dans le cas où elle n'est pas du tout bornée, dont la population explose. Est-ce que la population peut aller à l'infini? Non. Est-ce que la population va tendre vers plus l'infini? Non. Pourquoi la limite tend vers plus l'infini si la somme de u plus v est supérieure ou égale à 0? Ah! Je n'ai pas bien compris. En quoi est-ce que c'est problématique? La somme de u plus v est supérieure ou égale à 0. La limite qui est la borne supérieure va tendre... La limite qui est la borne supérieure va tendre vers 0. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Je peux montrer que ça là, ils sont positifs, supérieurs ou égal à 0. Donc, être égaux à 0, dont la somme. Merci beaucoup, Ujuoba. Donc, on peut avoir ça, vous majorez ceci, vous avez la limite, parce que lorsque ce terme-là est positif, c'est exponentiel. La limite de l'exponentielle, c'est plus l'infini. Le fait de dire que n de t est inférieur à plus l'infini, ça ne veut pas dire que j'ai borné ça. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai trouvé une borne supérieure. Et ça se trouve, ma population va aller jusqu'à l'infini. Alors, oui, la population de la Chine, Don Pedro, je crois que vous vous trompez. Regardez un peu la population de la Chine pour arriver à conclure ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire que la population de la Chine
Vous me faites rire. Vous ne pouvez pas dire que la population de la Chine va tendre le plus l'infini. C'est très amusant. Très amusant ça, que la population de Chine va tendre vers l'infini. Non, il suffit de regarder un peu juste le taux déjà d'accroissement de la population. Vous avez vite la réponse. Mais bon, là n'est pas la question. Ici, avec ce qu'on vient de faire là, la population n'est pas bornée. Et donc, le modèle qu'on a posé a un problème. Le modèle que nous avons mis en place ici ne marche pas. Ce que je vous explique dans ce processus, c'est ce qui se met en place. C'est quand vous êtes en train de faire la modélisation, lorsque vous êtes en train de travailler sur les problèmes, c'est ce qui va se passer. Vous allez décider de faire des hypothèses. Vous allez faire des modèles qui ne marchent pas. Vous allez faire des modèles qui ne vont pas du tout, même mathématiquement parlant, ce modèle. Parce que si le modèle marchait mathématiquement, on allait évoluer dans l'idée de dire, est-ce que ce modèle va répondre à la question qu'on cherche bref, à la question biologique qu'on a eue derrière. Est-ce que le vaccin est efficace, par exemple, ou est-ce que le vaccin ne l'est pas, ou ainsi de suite. Mais comme on est au niveau où le modèle ne marche même pas déjà, on doit reprendre notre modèle. On doit reprendre le modèle. Et pour la reprise du modèle, bien évidemment, je sais déjà sur quoi on va modéliser ou sur quoi on va jouer, mais je vous pose la question. Vous pensez qu'on peut modifier quoi dans ce modèle pour qu'on arrive à avoir la population qui est bornée? Oui, Les hypothèses. si vous pensez que vous modélisez le phénomène réel sans parler d'hypothèse, vous allez vous retrouver avec des situations compliquées. Les différentes parenthèses, non, les parenthèses, je parle du problème du modèle. Qu'est-ce qu'on change dans le modèle? Voilà ce qu'on va changer, par exemple, que je vous dirai tout de suite qu'on change. On va changer la façon avec laquelle le recrutement se met dans la population. Ce recrutement, par exemple, on part du principe que les vaccinés, par exemple, ce n'est pas les paramètres, c'est la modélisation. Les paramètres n'ont aucun souci. Les paramètres ne posent aucun problème ici. Ce n'est pas un exercice, hein, c'est Calimero, c'est une façon de réfléchir sur un exercice, donc sur un problème. On n'est pas sur un exercice de la classe, donc on n'est pas dans la logique, vous allez avoir une réponse à la fin ou quoi que ce soit. Pardon. Ce que vous pouvez modifier ici, c'est ça. Dans ce que nous avons considéré, on est parti du principe, par exemple, que tout le monde pouvait donner naissance, ce qui n'est peut-être pas très logique. Ce qui n'est pas très logique dans le sens où peut-être que les vaccinés qui n'existaient même pas encore dans la population, on a considéré qu'ils pouvaient déjà donner naissance. Et donc ça peut être problématique, par exemple, sur l'approche qu'on a mis en place. Ou à défaut, ce qu'on pouvait considérer aussi, ce que les mortalités qu'on a dans la population, on arrive à trouver un lien. Oui, j'ai décidé de vous emporter dans mon travail. Je comprends. Je sais que maintenant, quand je vais parler là, quand je suis en train de... Bien sûr, c'est la recherche. Donc, quand je suis en train de parler maintenant, je peux aller parfois très vite pour pouvoir expliquer une partie, mais toujours revenir à l'essentiel. Je ne suis pas dans l'optique que vous devez comprendre toutes les étapes. Non, pas du tout. Donc, j'essaie d'expliquer le plus simplement possible pour qu'on arrive à suivre. Donc, pour ce qu'on a ici, en fait, on pouvait, par exemple, dans l'objectif de modèle, choisir de mettre en place l'idée que le modèle qu'on a ici, on n'a pas les natalités de tout le monde et qu'on a un taux de mortalité. Voilà, il y a les femmes qui ne mettent pas au monde. On pouvait avoir beaucoup de choses, par exemple. Bref, je fais ça. Laissez-moi, Donc, je fais ça. Et à partir d'ici, ce que je vais faire, je vais considérer qu'on a plutôt, par exemple, un taux. Vous êtes devenu biomathématicien. Je cherche la définition de la solution maximale. Les hypothèses. Je ne vais pas vous répondre à votre question. Donc, ce que vous pouvez faire, du coup, ici, c'est de considérer, par exemple, qu'on a un taux lambda tout court, au lieu de considérer que tout le monde donne des naissances. Et alors, en considérant ça, on va avoir, au lieu d'avoir n ici, on va avoir tout simplement lambda. Et en ayant lambda ici, on va avoir ceci-là. On va avoir cette équation n' inférieur ou égal à lambda moins mu n. Cette équation, contrairement à celle qu'il y avait ici avant, celle-là est bornée. Ceci
est borné. Et donc, si on considère cette équation, on n'a plus de problème. Et on arrivera au fait que la population totale est tout simplement bornée par lambda divisé par mu. Bon, évidemment, si on part d'une quantité d'individus qui est inférieure. Donc là, par exemple, si on modifie l'approche de modélisation en faisant l'hypothèse selon laquelle on a plutôt un taux de recrutement, j'ai agi sur ceci. Le recrutement qu'on a ici, c'est lambda multiplié par n. Et si je pars du principe que tout le monde ne pouvait pas donner les naissances, j'ai tout simplement modifié le fait qu'on n'a pas le n là et on a juste un recrutement constant. Et ce taux de recrutement constant vient changer le n qu'on avait ici et l'efface. Et alors, on se retrouve avec une équation différentielle ici du second ordre. Et avec du premier ordre avec second membre. Et pour une équation différentielle du premier ordre avec second membre, la résolution va nous donner ceci. Vous savez déjà résoudre les équations différentielles. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris? Certificat de chercheur, ça n'existe pas. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez compris l'idée derrière? Moi, je vous parle de l'idée derrière. Je ne vous dis pas que vous devez savoir tout le processus et tout ce que j'explique. Et rappelez-vous, ça ne veut pas dire que ça, c'était la meilleure façon de modéliser. Ça, c'était déjà une façon, par exemple, pour avoir un modèle qui était bien posé. Encourager la dame. Bon, bien évidemment. Merci beaucoup, IMATPC. Donc, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer ici? La fin maintenant, c'est le comportement de ce qu'on a. La démarche pour la fin, ça serait que si vous avez du coup ceci, ou vous n'avez plus S, alors vous allez être capable de trouver le point d'équilibre sans la maladie. Toujours en utilisant ça. Donc, dans la logique de ce qu'on a, on allait plutôt avoir lambda ici, et on allait plus avoir lambda n. On va donc avoir lambda plus lambda v. Donc, on va tout simplement avoir lambda, le lambda comme ça, plus le lambda v. À partir de là, on sera donc capable de trouver le point S0, qu'on va dire le point d'équilibre sans la maladie. On va trouver en fait un S0, un V0 et 0. Et la suite, en fait, ça va être d'utiliser la matrice. La matrice, bon, on va plus prendre beaucoup de temps parce que j'avais dit qu'on n'allait pas prendre beaucoup de temps, mais là, au final, on y allait. Donc, je vais partir de ce système où je vais poser X égale à S, V et I. Je vais aller le fait que X' ici est égal à F de Tx. La suite, c'est de dire que cette fonction est cette fonction est lipschitzienne, et le fait d'avoir cette fonction lipschitzienne permet de conclure sur l'existence des solutions de cet équilibre. Et je vais faire la linéarisation, donc je vais avoir la matrice jacobienne de cette fonction-là autour de cet équilibre que je vais appeler E0 ici. Et cette matrice jacobienne, je vais l'appeler A. Donc, ayant cette matrice jacobienne, mon nouveau système va être X' égale à AX. Ça, c'était pour revenir à ce qu'on faisait hier avec les systèmes d'équations. Vous avez compris? Dites-vous, s'il vous plaît, on fait des équations. Et donc, en faisant ça, on a tout simplement le système d'équations ici. Et donc, pour ce système d'équations, on va avoir la matrice. Et pour la matrice qu'on va avoir, on va regarder le polynôme caractéristique de la matrice, qui va être tout simplement, je fasse là, qui va être le polynôme caractéristique de la matrice, qui va être égal au déterminant de la matrice A moins lambda identité. Et on va donc calculer tous les lambda. Et pour arriver donc à conclure la solution ici là est stable, localement asymptotiquement stable, on va donc regarder que la partie réelle, donc pour toute valeur propre lambda, la partie réelle de lambda est inférieure ou égale à 0. Bon, je sais que ça fait beaucoup trop de choses au final. Ce que je voulais mettre en évidence ici, vous avez vu, on a vu des nombres complexes, on a vu des choses. Je voulais vous mettre en évidence le fait que tout ce qu'on voit dans une petite recherche que vous êtes en train de faire,
dans une petite recherche que vous mettez en évidence, vous avez besoin de tellement de notions. Vous voyez, là, je suis partie de ce que vous pouvez appeler analyse, les équations différentielles. Je suis passée à ce que vous appelez algèbre, donc pour les matrices et le polynôme caractéristique. Et vous devez conclure sur la stabilité en utilisant toujours, en utilisant toujours. La fin a été rapide. Oui, parce que je vois les gens se déconnecter. Je vous vois, ne vous inquiétez pas. Mais après, je comprends. Le sujet était beaucoup plus compliqué. Donc, je comprends parfaitement. D'habitude, comparé au sujet qu'on a l'habitude d'avoir, je vous comprends totalement. Donc, maintenant, la suite de ça, c'est d'aller faire les simulations numériques. Ces simulations numériques, c'est vous allez utiliser Python. En utilisant Python, vous allez tout simplement utiliser par exemple la méthode de Euler, la méthode de Runge-Kutta, ou vous allez utiliser E2O qui est dans Python pour simuler ce genre d'équation. Donc, je ne vais plus vous demander si vous avez compris, mais est-ce que je vous ai suffisamment torturé pour aujourd'hui? Donc, dites-moi en commentaire, je ne vais plus faire des sujets compliqués. On va plus faire ça. Donc, si je dois faire des sujets très techniques, je vais faire des vidéos et je vais poster sur YouTube. Donc ça, honnêtement, on va faire ça comme ça. Je ne vais pas faire des sujets que vous ne comprenez pas. Ça n'a aucun intérêt vraiment de venir faire l'idée. Mais j'expliquerai la partie en surface et on ne va pas rentrer dans les calculs. Donc, comment dire ça? Je vais vous expliquer toujours la partie en surface. On n'est pas obligé d'entrer dans les calculs en entier. Donc, voilà ce qui est là. Mais, l'épidémiologie, on utilise le domaine. Bah, en épidémiologie, justement, on est en train, ce qu'on fait là, c'est l'épidémiologie. Les biomathématiques sont inclus dans l'épidémiologie. On utilise les outils mathématiques pour répondre ou pour comprendre comment est-ce que les problèmes se comportent. Mais ce n'était pas à notre niveau. Je vous comprends parfaitement. Vous avez dit quel paquet sur Python? Sur Python, vous utilisez ODE. ODE ou Solve, je crois. Hein? ODE ou Solve. Vous pouvez le faire. Dans MATLAB, vous utilisez ODE 45. Dans MATLAB. Ou ODE ou ODS 15, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, dans Python, vous utilisez ODE, je ne sais plus si ça marche, mais généralement, c'est Solve. Vous utilisez Solve et vous pouvez résoudre tout simplement ça. Les étudiants qui demandent topologie ont fui. Non, pas forcément. Solve, je connais avec Anaconda, oui. Donc oui, justement, vous avez Solve. Alors, ce que moi j'ai bien compris, et c'est normal, ce sujet, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'idée, ce n'était pas forcément de m'attendre à ce que vous devez comprendre entièrement. L'idée, c'était de vous expliquer plus le côté où, si je fais les vidéos, je ne parle pas, par exemple, de ma recherche, c'est parce que j'ai une cible qui est complètement différente de la cible des chercheurs, forcément. Je veux dire, si je parle de ce sujet avec les chercheurs, c'est une évidence. Avec les gens qui travaillent en biomathématiques, c'est une évidence. Donc, ça pose pas tant de problèmes. Si j'aborde le sujet que vous ne comprenez pas, bah, je trouve plus du tout intéressant parce qu'on aborde quand même pour que les gens arrivent à suivre, pour que les gens arrivent à comprendre ce qu'on est en train de faire. On l'a déjà fait cet exercice. Non, on ne l'a pas fait dans ce sens, Anago. On avait juste expliqué la modélisation. Le problème ici était de comprendre ce qui se passe exactement dans la modélisation. La preuve, toi, tu n'as pas répondu aux questions. Si on l'avait déjà fait, pourquoi tu ne sais pas répondre aux questions qu'on était en train d'aborder ici? Donc, il ne faut pas savoir. Et c'est ça, le souci, c'est de dire que autant de fois, je répéterai autant la modélisation. Ça m'intéresse beaucoup, mais c'est pas ma classe ici. Alors, en fait, je ne pense pas le voir justement comme une classe Pretty Girl. Parce en termes de modélisation, qu'en termes de modélisation, on veut juste connaître comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne. Tu fais la vidéo sur la géométrie, la topologie? Oui, aussi. Je crois que vous m'avez déjà posé cette question plusieurs fois. Allez sur YouTube. Donc, je vais faire des vidéos, j'ai déjà fait des vidéos sur la modélisation. Vous pouvez trouver ces vidéos sur YouTube parce que c'est beaucoup plus pratique. Et vous aimeriez avoir les mélaphys? Alors, Calimero, je ne crois pas que c'est quelque chose, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Tio Academy, comme le nom de mon compte TikTok. Je ne crois pas que c'est quelque chose que je me dis, je travaille en disant, je vis, c'est ça. Non, j'ai vraiment des
des choses qui consistent à contribuer à faire évoluer ma communauté sur plein de choses. Plein de choses, ça veut dire vraiment en termes d'éducation, en termes d'orientation. Et je pense pas que si j'arrive pas à voir ce que mon impact dans ce que je fais apporte dans la vie des gens, je préfère pas me concentrer sur ce que mon impact en moi, ça va être ma fierté d'avoir un titre, d'avoir les awards que j'ai. Je ne viens pas ici je ne viens pas forcément vous montrer les awards de ma recherche ou je viens pas vous dire, OK, voilà, j'ai un award et tout. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est ce qui me concerne. Mais dans la majeure partie des cas, pour répondre aux autres besoins, pour ce que je fais là, le nombre de jeunes filles qui m'envoient des messages en disant, depuis que je te regarde, depuis que je fais ça, ou depuis le nombre de personnes qui m'envoient des messages en disant, grâce à toi, je suis en master et tout ça, pour moi, ce sont des reconnaissances qui me font du bien. Quand je me réveille le matin, je me dis ça, j'ai apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'ai apporté. Alors oui, bien évidemment, je travaille dans les mathématiques, je travaille dans la modélisation et bien évidemment, dans ma recherche, j'apporte des solutions et j'innove. Cependant, les satisfactions au niveau, c'est pareil comme l'enseignement. Dans les salles de classe, quand j'enseigne, je suis tellement contente de voir un étudiant me dire qu'il a finalement compris. Ça ne marche pas toujours parce que je suis en amphi, je ne peux pas répondre à toutes les questions, je ne peux pas être avec tous les étudiants. Mais ce que je dois garder en tête, c'est ce qui est vraiment bien pour moi. J'ai grandi dans un environnement où on fait les choses ensemble, on fait grandir les gens ensemble. Et fait grandir une communauté ensemble, c'est quelque chose de bien. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde, ça c'est vrai. Mais Que j'ai avec ce que je... euh, comment dire ça? C'est mon aura, je ne sais pas comment on dit ça. Mon énergie que j'ai avec ce que je partage, je pense que c'est quelque chose qui apporte forcément. Je vois les gens qui ont repris l'école. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un mail l'autre jour en disant qu'il a commencé sa thèse. Je vois des gens qui disaient je n'aimais pas les maths qui finalement m'envoient des mails en disant aujourd'hui j'aime les maths et j'adore ce que je fais. Ça, je vous assure que même, bon, je vous dis pas que j'aime pas l'argent, hein, mais même un gros salaire qui arrive à la fin du mois n'arrive pas du tout à vous faire sentir ce côté-là où vous avez vraiment apporté quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et les choses qu'on apporte, ce n'est pas forcément les grandes choses. Hein. Je veux dire, le fait de faire les coups comme ça, ce n'est pas aussi énorme que ça. Mais le fait de faire un coup qui arrive à impacter quelqu'un au point où la personne fait des orientations dans quelque chose et que la personne arrive à avoir des réussites dans cela, ce n'est pas quelque chose de négligeable en fait, c'est formidable. Et ça, ce sont des choses qui me parlent depuis toujours. Parce que j'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec ma maman comme ça, et donc moi, ça compte. Maintenant, au niveau professionnel, bien évidemment, j'ai besoin de la reconnaissance scientifique. C'est tout comme, malgré ce qu'on va se dire, à un moment donné, notre ego a besoin de quelque chose parfois. Mais toujours est-il que la satisfaction que j'ai à chaque moment quand j'obtiens quelque chose au niveau scientifique, j'ai remarqué que ce n'est pas toujours ce que j'obtiens au niveau non scientifique. Mais bon, ça c'est les détails. Merci pour vous d'avoir participé à ce live. On se retrouve demain. Je ne suis pas très sûre parce que je n'ai pas pu finir ce que je faisais. Donc, je ne pense pas qu'on pourra faire le live demain, mais c'est à voir. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là depuis le départ. Bye bye à vous et portez-vous bien.